Louise, sa fille endormie contre son sein, observe la France d'en bas du bas, celle dont ils ne parlent pas lorsqu'ils se rendent dans le tiers-monde. France à peine alphabétisée, shootée jusqu'à l'os, chômeuse de longue durée, en fin de droit, sa langue pâteuse, ses ongles rouges. France qui ne prend pas sa douche car à quoi bon? France folle de misère pour qui tout est dit. Elle se demande quelle France elle pourrait légitimement incarner. Ce ne sera pas son objectif. Être la France, être de la France. La conscience de soi, l'estime de soi, telles sont ses visées. Conteuse passionnée d'histoire, elle se rêvait musicienne avant d'explorer dans ses livres tant les rapports entre l'Europe et l'Afrique que les relations entre les sexes. En cette rentrée littéraire, elle est de retour avec sans doute son roman le plus intime, qui pourtant touche une nouvelle fois à l'universel. Léonora Miano est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Léonora. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau sur le plateau de À l'affiche pour la sortie donc de votre roman Stardust, édité chez Grasset, qui n'est en fait pas vraiment votre dernier livre, puisque ce texte a plus de 20 ans. Expliquez-nous. D'abord, le dernier, je ne l'ai pas encore écrit, ça c'est sûr. C'est mon vrai premier roman, en tout cas le vrai premier que j'ai destiné au public, que j'ai écrit pour qu'il soit lu par un grand nombre. Et il ne paraît que maintenant, parce que maintenant c'est safe, comme on dit. Maintenant ça va, je peux le raconter. Vous l'avez écrit, vous aviez 23 ans, donc il y a une... J'avais 25 ans quand j'ai commencé, parce qu'à 23 ans j'étais en train de vivre ce qui est relaté dans le roman. Je l'ai écrit entre mes 25 et mes 27 ans. Alors expliquez-nous, vous dites maintenant c'est safe. C'est vrai que je crois que jusqu'à présent, je ne sais pas si le mot est refusé, mais vous ne souhaitiez pas tout à fait sa parution. Pourquoi est-ce que... Je ne souhaitais pas sa parution avant d'avoir gagné mes galons d'auteur. Je ne souhaitais pas sa parution avant d'avoir prouvé que j'étais l'artiste formidable qu'on connaît, très talentueuse, très brillante, tout ça. Et je ne voulais pas risquer d'être enfermée dans cette image de grande précarité. Je ne voulais pas, et je le dis souvent, être la SDF de Saint-Germain-des-Prés. Et c'est le risque que je courais, je pense. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver, vous, personnellement, ce texte? Je crois que vous l'avez retravaillé plusieurs fois. Je l'ai retravaillé longtemps avant la publication du premier, celui qui est le premier pour le public, c'est-à-dire L'intérieur de la nuit. Quand les livres ont commencé à sortir, j'ai cessé d'y toucher. Donc là, il est vraiment resté dans son jus. On l'a même publié avec les fautes parce que je ne peux pas le corriger. Pour moi, ce n'est pas seulement un livre. C'est ma chair à vif qui est dedans. Donc je peux pas retoucher ce texte. Alors c'est l'histoire, on va raconter quand même ce que dit Stardust. C'est l'histoire de Louise, qui est votre double fictionnel. Arrivée d'Afrique quelques mois plus tôt, elle est maman d'une petite fille. Et son titre de séjour expire. Elle se retrouve dans un centre d'hébergement d'urgence dans le 19e à Paris. Et ce que vous nous décrivez peut-être avant tout dans ce livre, on l'a entendu dans ces quelques lignes que vous venez de lire, c'est l'extrême précarité qui règne dans ces centres. Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter en nous emmenant à l'intérieur de ce lieu? D'abord, Louise ne vient pas d'arriver à Paris quelques mois plus tôt. Ça fait un moment qu'elle est là. Et ça fait un moment qu'elle est dans la galère. Il faut du temps pour tomber justement si bas. Ce que je voulais montrer, d'abord, c'était l'intérieur de ces lieux qu'on connaît peu, dont on soupçonne pas même toujours l'existence, parce qu'ils sont dans la ville, mais ils n'attirent pas le regard. Et surtout, on n'a pas une vraie connaissance de la manière dont on vit à l'intérieur. Et c'est de ça que je voulais parler, de la très très grande particularité d'un environnement qui est conçu pour n'accueillir que des gens en grande difficulté, donc en grande souffrance. C'est quand même très particulier, et ce n'est pas exactement la même chose que la prison, parce que vous allez en prison parce que vous avez donc été sanctionné pour une faute, un crime, un délit. Mais dans un centre d'hébergement d'urgence, vous avez quand même l'impression
que la société vous met à l'amende pour ne pas vous être conformé à certaines de ces règles. Et c'est donc tout ça que je voulais un petit peu mettre en lumière. Et d'ailleurs, vous décrivez, hein, c'est aussi le portrait de cette France que vous dressez, celle de la marge, bien loin de l'image que ces femmes s'en faisaient souvent dans leur pays d'origine. 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on peut faire un peu le même constat dans ces centres et pourtant les réfugiés continuent d'y affluer. Qu'est-ce que dit cette différence de perception des rapports justement entre la France ou l'Occident et l'Afrique ? Ça dit que l'Occident s'est beaucoup raconté au monde de façon glorieuse, extrêmement lumineuse, passant sous silence les aspects qui, au fond, sont communs à toutes les sociétés humaines, c'est-à-dire les fragilités, l'échec, voilà, la noirceur qui fait partie de la condition humaine. Donc pour beaucoup de gens qui ont cru à cette fiction, à cette fable, il y a pas tout ça en Europe. Comment c'est pas possible que des gens ne sachent pas lire le français, le baragouine, alors qu'ils sont d'ici. Ce n'est pas possible qu'on se retrouve dans une situation où on n'a pas à manger, on n'a pas de logement, ce genre de choses. Donc effectivement, si on a cru à ça, on peut tomber de haut. Mais ce n'est pas parce que on tombe de haut en rencontrant cette réalité qu'on ne participera pas soi-même à perpétuer la fiction, parce que les immigrés contribuent beaucoup aussi à nourrir. Ils se retrouvent pris dans cette... Voilà, on est un peu pris au piège parce qu'on ne veut pas dévoiler qu'on a souffert. Donc on ne raconte pas cette France-là non plus. Moi, j'ai connu des personnes qui faisaient des emprunts, des prêts à la consommation pour aller en vacances dans leur pays et pouvoir porter beau, pouvoir arroser tout le monde de cadeaux, parce qu'il faut jamais sembler misérable quand on vit chez les maîtres du monde. Donc on contribue aussi à alimenter ce fantasme. Vous n'aviez que 23 ans quand vous vivez dans ces conditions difficiles. Heureusement pour moi. Et vous aviez une enfant en bas âge, oui, à charge, seule. Oui. Pourtant, vous continuez à écrire. Finalement, qu'est-ce que l'écriture vous a permis ? L'écriture permet beaucoup de choses, mais la première chose à dire, c'est qu'avoir un enfant n'empêche pas d'écrire. Être dans la précarité, oui, mais avoir un enfant, non. Tout ce que votre enfant vous demande, c'est votre présence. Écrire est nécessairement, et qu'on soit femme ou pas, jeune ou pas, un outil d'émancipation, parce que c'est quelque chose qui vous permet de vous affirmer, de prendre la parole, mais surtout c'est quelque chose qui vous soustrait aux obligations sociales. Pendant que vous écrivez, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose que la société attend de vous. Vous faites quelque chose que vous avez besoin ou envie de faire, et c'est très différent. Or, si vous écrivez de la fiction, vous allez passer beaucoup de temps à le faire. Donc c'est transgressif, c'est légèrement même subversif d'écrire toujours. Alors, la petite fille dans le livre s'appelle Bliss, mais là aussi, c'est un nom d'emprunt, puisque... Oui, parce que j'aime faire de la fiction, même avec ma vie. Votre fille a lu le livre, elle vous a fait un retour. Bien sûr qu'elle l'a lu, elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup Mais pleuré. Elle l'aime beaucoup aussi. Elle l'aime aussi beaucoup. On parle d'émancipation par l'écriture. Votre livre, c'est aussi des portraits de femmes, le vôtre, mais de toutes celles qui vous entourent. On sent aussi beaucoup de force dans tous ces parcours. Je sais que vous avez un rapport parfois un peu complexe avec ce terme, mais est-ce que vous voyez votre livre et même votre littérature comme féministe ? Pas du tout, mais c'est quelque chose qu'on dit de mes textes, parce que je pense que les personnes qui les voient ainsi ont besoin que ce soit le cas, et qu'elles parlent aussi à partir d'un environnement qui justement a dû créer le féminisme. Les femmes que je montre dans mes livres, je les montre simplement telles que je les ai connues, telles qu'elles sont. Tant mieux si cet intérêt que j'ai pour les vécus féminins touche les autres, et qu'elles se les approprient en y accolant au fond le terme qui leur correspond à elles. Le seul problème que je peux avoir avec ce mot-là, c'est qu'il efface la possibilité d'en créer d'autres qui, conviendraient peut-être davantage à ce que les femmes ont vécu dans d'autres environnements.
il ne leur est plus laissé la possibilité de créer leur propre lexique parce que celui-ci est tellement puissant, hégémonique que voilà, on préfère être un féminisme parmi d'autres. Et on connaît la puissance des mots. C'est ça. Qui sont évidemment importants. On finit les émissions avec nos invités par un coup de cœur culturel du moment. Je crois que vous avez voulu nous parler de l'exposition Frida Kahlo qui est à voir au Palais Galliera. Peut-être c'est aussi cet artiste, j'imagine, qui vous... J'aime beaucoup cette figure de femme, justement, parce que Frida Kahlo, quand on parle d'elle, on oublie qu'elle était handicapée, qu'elle était traversée en permanence par la douleur, que parfois elle pouvait bouger à peine, parce qu'elle a réussi à faire de ce drame énormément de beauté. Et dans les tableaux de Frida Kahlo, il y a toutes ces couleurs, tout cet univers qui nous semble féminin. Il y a aussi la déchirure, mais c'est la couleur qui reste. C'est finalement la vitalité, la puissance de vie. Et elle m'impressionne pour ça, d'avoir été comme ça dans un corps souffrant en permanence et d'avoir laissé une telle image de vitalité et de vie. Donc je pense qu'elle est chère à beaucoup de femmes, qu'elle est très, très inspirante pour ça. Et qu'on oublie que sa vie n'était que souffrance parce qu'elle n'a pas permis, qu'on l'enferme dans ça. Elle mettait de la couleur même sur ses corsets. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans cette exposition. Et donc, éternelle, Frida Kahlo. Éternelle. Eh ben, merci beaucoup, Léonora Miano. On va terminer sur ce mot. Bien sûr, Stardust est disponible chez Grasset. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de l'exposition Frida Kahlo au-delà des apparences, à voir au Palais Galliera jusqu'à la fin de l'année. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Les images. Vous avez regardé votre programme avec Perrenne, dans un intérieur qui ne ressemble qu'à vous. Perrenne, de la cuisine au salon, création d'intérieurs particuliers. Découvrez le nouveau Kia Niro EV 100% électrique. Quand on y met du sens, la technologie fait des merveilles. Nouveau Kia Niro EV 100% électrique, jusqu'à 460 km d'autonomie. Kia, movement that inspires. Nouveau Kia Niro EV, à partir de 337 € par mois. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité.